Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Alors, la mairesse de Montréal a dévoilé hier ses priorités pour ce qui va être sa dernière année, parce qu'elle ne se représente pas en novembre prochain. Effectivement, elle a fait ça. Grand bien lui en face. Ça me rappelait le dicton russe. Je sais pas si tu le connais, Mario. Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. C'est un peu ironique quand même que Mme Plante, là, après 7 ans au pouvoir, vienne nous énoncer que ses priorités, c'est plein de choses qu'elle n'a pas faites pendant les 7 dernières années. Là, soudainement, elle se réveille. Je sais pas, il y a peut-être une analogie même à faire avec Joe Biden. Tu sais, une genre de fin de règne que, bon, on est un peu déçu de l'ensemble de l'œuvre, mais on veut donner un peu d'espoir aux gens. Donc, ce que Mme Plante elle nous dit, là, c'est que là, soudainement, on va faire un tramway dans l'Est, construire des quartiers entiers, régler le problème de l'itinérance. Mario, je sais pas, ça me rappelait un peu la conférence de presse de Catherine Fournier là, il y a quelques mois, qui essentiellement ne disait rien, là, c'est-à-dire je me représente. Là, Mme Plante, hier, elle nous a dit je vais faire plein de choses qui, clairement, dans une période comme celle qui lui reste, ne vont strictement pas avancer. Là, la petite nouvelle, c'est qu'on va enfin, après là, des reports incessants, nous dévoiler le nom de la compagnie qui va faire quelque chose sur les lots voyageurs. S'il y a une pelletée de terre avant la fin du règne de Mme Plante, ça va déjà être beau, mais ces logements-là ne verront pas le jour avant 2 ans, 3 ans, 4 ans, Mario, le temps que les plans soient approuvés et tout ça. Donc, essentiellement, là, une drôle de conférence, on a baptisé ça l'État de l'Union, là, mais entre nous, c'est oui, parce qu'elle l'a fait dans un style très, très, très formel, pas une conférence de presse, donc pas de questions des journalistes. Ça s'est comme adressé... C'est adressé aux Montréalais, comme le président américain, une fois par année, s'adresse à son peuple pour faire l'État de l'Union. Ben ouais, mais tu sais, justement, je pense qu'elle le sait bien, Mme Plante, qu'en nous énonçant des priorités comme celle-ci, si elle avait ouvert aux questions des journalistes, elle aurait un peu fait rire d'elle. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas énoncer des priorités comme celle-là sur la sécurité, Mario. Je veux dire, franchement, je veux pas, tu sais, elle a d'autres qualités, peut-être, Mme Plante, mais ces sujets-là sont des sujets sur lesquels elle a clairement fait tomber le ballon, puis on peut difficilement, se réjouir là qu'à quelques semaines de la fin de sa mairie, elle décide enfin de s'y attaquer. Donc, trop peu, trop tard. Puis on va espérer que la personne qui reprendra la position de maire à Montréal va véritablement se donner un plan puis donner aux Montréalais une forme de progression là, sur ces enjeux qui restent hyper importants, Mario, mais pour laquelle Mme Plante et son administration ont systématiquement pris de très mauvaises décisions au fil des années. Il y a quelques mois, on se parlait tous les deux du dollar canadien qui franchissait des plus bas seuils depuis des années. Puis on se demandait est-ce qu'il va tomber sous les 70 sous. C'est arrivé. Et là, Desjardins nous fixe, parce que là, avec les tarifs de Trump, l'économie canadienne qui va pas bien, les taux d'intérêt qui continuent à baisser au Canada, mais pas aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait pogner 65? Écoute, 65 et même moins, Mario, si jamais toutes ces choses-là se concrétisaient. Puis tu peux bien imaginer, Mario, là, puis j'en parlais hier justement avec quelqu'un dans le domaine de l'agriculture, là, mais c'est pas juste les biens qui sont eux-mêmes exportés, mais c'est toute la chaîne de valeur derrière ces biens exportés. Donc, si par exemple demain, on n'est plus en mesure d'exporter les biens agricoles, ben c'est tous les gens qui fabriquent les machines, les tracteurs, etc., qui un effet de deuxième degré là, vont être impactés. Ça aurait 2 effets. Ben, la première, c'est un ralentissement économique important, ce qui est pas très attractif pour les investisseurs étrangers, donc moins de demandes pour le dollar canadien. Ça ferait aussi en sorte que si l'économie stagne, si l'économie se met en quasi-déflation, si les gens ont plus d'argent pour vivre, s'il y a un taux de chômage qui augmente, ben forcément, la Banque du Canada serait possiblement obligée, Mario, de revenir à des taux à 0%, là, comme on l'a vu pendant la pandémie et avant, ce qui aurait ça aussi un effet déflationniste sur la valeur du dollar canadien. Et par ailleurs, l'économie américaine, on le rappelle, continue de carburer à plein régime. On ne sait pas si ça va s'arrêter éventuellement, mais M. Trump parle de couper dans les impôts, ce qui va évidemment libérer beaucoup de liquidités pour les entreprises qui vont évidemment verser des dividendes, réinvestir dans l'innovation. Donc, encore une fois, on est sur des trajectoires complètement disjointes. Donc, $1 US fort, $1 canadien
qui, si tout cela se manifeste, affaiblit et de plus en plus. Donc, 65 cents, effectivement, ce qui donne presque 1,50 $, si on inverse les proportions. Les snowbirds, Mario, vont avoir beaucoup de difficultés. Mais comme toujours, tout ça est une excellente nouvelle pour nos exportateurs. Et donc, même avec le tarif de 25 %... Ça va compenser pour une partie. Ouais. S'ils ont des droits de douane à 25 %, des tarifs à 25 %, une petite partie va être compensée parce que le dollar va être tellement bas que l'exportation va peut-être être favorisée. Je te rappelle, Mario, rapidement, à la fin 2023, le taux de change était à 75 cents. Là, donc, on aura perdu 12 % là, en 14-15 mois si jamais la prévision de Desjardins se réalise. C'est énorme. Là. À suivre. Il y a Mark Carney, évidemment, qui est connu dans les milieux économiques, qui t'intéresse comme l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et l'ancien gouverneur, parce qu'il a été embauché ensuite en Angleterre, là, au Royaume-Uni, l'ancien gouverneur de la banque là-bas, de la Banque d'Angleterre. Mais là, qui aujourd'hui va se lancer en politique. Tu te demandes, est-ce que ça va redorer le blason économique, entre autres, du Parti libéral du Canada? Oui, effectivement. Puis je sais pas si tu as eu la chance d'écouter l'entrevue de M. Carney là, avec Jon Stewart, donc sur les réseaux américains. Bon, on va dire M. Stewart lui envoyait j'ai ri. C'était une excellente entrevue. Ceci dit, Jon Stewart était, mettons, un peu complaisant. Là, on jouait à la balle donnée là, pour les fans de baseball. On se demandait même si c'était scripté en partie. Là. Mais l'entrevue était, comme tu dis, extraordinaire, c'était rigolo. Puis bon, M. Carney se présente comme un outsider en bon français, donc comme quelqu'un qui vient de l'externe. Et j'imagine que, puis c'est déjà le cas, M. Poilievre va vouloir associer M. Carney à M. Trudeau. Rappelons quand même que c'est Stephen Harper qui avait nommé M. Carney à la Banque du Canada, et c'est aussi l'administration conservatrice anglaise qui l'avait nommé à la Banque d'Angleterre. Donc, dans les deux cas, ce sont des conservateurs qui ont choisi M. Carney. Donc là-dessus, il y a peut-être une carte à jouer. Et on sent bien que M. Carney, contrairement à M. Trudeau, qui est fatigué, qu'on a senti un peu las là, du pouvoir, ne pas réagir aux attaques un peu, des fois, insipides de Pierre Poilievre. On sent que M. Carney là, est là, presque avec les gants de boxe, puis les petits slogans, là, axe de taxe et tout ça, vont en avoir pour leur peine. Là, évidemment, M. Carney va annoncer, selon toute vraisemblance, aujourd'hui sa candidature. Ouais, il y a aussi, on le sait, Chrystia Freeland qui est dans la course. Monsieur Carney vient des territoires du Nord-Ouest, a grandi en Alberta. Il y a quelque chose là, en tout cas quelque chose d'intéressant dans ce duel, si jamais il était choisi par les libéraux, entre lui et Pierre Poilievre. Et ensuite, il faudra voir, puis c'est là où on attend Monsieur Poilievre toujours, quelles sont ses propositions, parce que là, une fois qu'on a dit stop the crime et axe de taxe, là, il va faire quoi Monsieur Poilievre par rapport notamment aux tarifs de Monsieur Trump, par rapport au réchauffement climatique? Est-ce qu'il a des propositions ou il fait juste vouloir démanteler l'héritage libéral? Là, tu as vu hier Daniel Smith là, qui s'est désolidarisé là, du reste des... Ça va être un petit casse-tête. Là. Comment gérer ça pour M. Poilievre, vous se positionner par rapport à l'Alberta versus le reste du Canada? Et pour M. Trudeau, là, donc ça va être une dynamique très, très intéressante. Si jamais on imposait ça à l'Alberta, les libéraux mangeraient une grosse claque dans l'Ouest, mais ils sont déjà pas là. Mais qu'est-ce que M. Poilievre propose sinon? C'est-à-dire de faire une exception pour l'Alberta? Encore une fois, genre, je suis vraiment fasciné là, par la scène politique fédérale, Mario, puis je te promets qu'on va avoir un printemps très, très intéressant de ce côté-là, assurément. Non, point de douter. Merci, Francis. Merci à toi. Au revoir, à demain.